C'est un imaginaire habité par un univers où lui-même est à la périphérie. On a grandi avec les films américains, on a grandi avec TJ, des modèles japonais, on a grandi. Donc, notre imaginaire ne nous donne pas à voir l'Africain en action, dominant et maître de son destin. Donc, l'imaginaire même qui ailleurs pousse les gens à l'attentisme, je veux dire. Dans les films, non, c'est toujours c'est l'Américain qui vient sauver les gens, c'est pas le noir. Exactement. Oui, donc tu as un imaginaire où, même dans les marques, même dans la consommation, ce que tu dois consommer pour être bien vu, c'est les marques françaises, américaines. Donc tu vois, tu es dans l'esprit de dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour m'habiller comme, qu'est-ce que je peux faire pour... On est en mode consommation. Notre imaginaire ne nous donne pas une pulsion de créativité. Parce que dans notre imaginaire, on n'est pas en situation d'acteur créatif déjà. Honneur, respect, mes chers amours. Merci d'être là. Merci d'être présent au rendez-vous. Aujourd'hui, une autre émission extraordinaire qu'on va faire et on ne va pas parler de politique, vous savez, parce que la vie sociale, l'élévation de tout un peuple se passe par différents moyens dans différentes sphères. Alors, on en a eu à discuter de politique au Cameroun. On a eu hommes et femmes impliqués qui nous en ont parlé et aujourd'hui, nous allons parler avec un innovateur, un homme d'action, donc Serge Armel Ndjidju, qui est un chercheur indépendant, ingénieur, promoteur de l'agence universitaire pour l'innovation qui développe une dizaine d'innovations sur le marché africain avec 3 brevets en poche d'invention et une dizaine de distinctions internationales. Il est avec nous, malheureusement au téléphone, à cause de difficultés de connexion, mais il a tenu à être là, comme je vous dis, c'est un homme d'action et il est là au téléphone et il va discuter avec nous d'innovation, des pots, des fosses et j'en passe. Alors, bon visionnement, à tout à l'heure. Honneur, respect, mes chers amours. Comme vous voyez, la première fois, je rencontre un invité et ça, on est obligé de faire avec les moyens du bord. C'est un invité que je voulais absolument vous présenter parce que c'est un homme d'action, une personne qui agit et qui ne parle pas beaucoup. Et c'est donc un plaisir de l'avoir aujourd'hui, ne serait-ce qu'au téléphone, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques, mais je ne voulais pas louper cette occasion de l'avoir cette fois-ci à notre émission. Alors, merci d'être là et merci de rester du début jusqu'à la fin avec notre invité Serge Armel Ndjidju. Et j'espère que j'ai pas massacré son nom. Et je vous le dis aussi déjà, pour les personnes qui nous connectent pour la première fois sur notre chaîne, eh bien, nous prenons le temps de discuter avec nos frères et nos sœurs en les tutoyant. Donc, ne soyez pas choquants si vous voyez que je parle avec Serge et je lui tutoie. Alors, Serge, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de t'apprêter à cet exercice de façon artisanale. Mais c'est un plaisir de t'avoir, cher frère. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis à Yaoundé en ce moment. J'étais à l'atelier jusqu'à tout à l'heure. Je suis à la maison, tout va bien. Et on sait que tu es un homme occupé parce que tu occupes quand même des postes assez intéressants et importants. Enfin, tu es un universitaire, chef de division de la planification et du développement à l'université de Chang. J'espère que j'ai bien prononcé, n'est-ce pas? Oui, mais en fait, je suis plus. C'est une ancienne fonction. Ok, d'accord. Tu as dû voir sur Internet. Oui, mais j'ai été chef de division de la planification à l'université de Chang et après chef de division de la coopération. Ça, c'est mon activité à l'université. Ok. Et tu es aussi chercheur indépendant, ingénieur, promoteur de l'agence universitaire pour l'innovation qui développe une dizaine d'innovations sur le marché africain avec 3 brevets d'invention et une dizaine de distinctions internationales. Ça, c'est beaucoup de titres. Comment tu peux nous rendre ça de façon digérable pour que les gens puissent comprendre ce que tu fais de façon tangible au-delà du titre? J'essaye de fabriquer localement des outils qui peuvent être des solutions à certains problèmes identifiés. C'est ça, comme ingénieur, on doit avoir l'ambition de proposer aux compatriotes, aux Africains, les outils qui peuvent améliorer leur quotidien. Je suis un adepte d'un panafricanisme d'action.
parce que ce qui est notre souveraineté, notre fierté, on va devoir la conquérir par des actes, par la prise en charge de nos besoins, par des solutions endogènes, par le développement des choses dont nous sommes fiers, parce qu'étant nous-mêmes à l'origine. Donc c'est ça, je m'inscris dans cette démarche-là et j'essaie donc à mon niveau, du côté de l'ingénierie, puisque c'est ma compétence, on peut fabriquer localement et mettre sur le marché. C'est ça, c'est assez impressionnant parce que moi, quand je t'ai croisé, moi, je ne savais pas qu'il y avait un Africain. Oui, j'ai dit, ça c'est quelque chose qui m'avait frappé quand je t'ai rencontré la première fois lors de ce colloque-là en Côte d'Ivoire, c'était de voir un ingénieur, un frère qui fait aussi son beurre au niveau professionnel, bien entendu, je veux parler, en mettant sur pied des incubateurs. On sait qu'il y a un problème réel chez nous en ce sens-là. Et tu es venu d'où avec cette idée-là? Tu as fait, je suppose, une étude du marché, tu as vu que c'était un problème. Comment t'en es venu avec cette idée-là d'incubateur? Alors, oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, mais on est plus connu avec l'incubateur néonatal. Exactement. C'est de ça que tu parles. Oui, exactement. Oui, c'est l'objet qui nous a donné la plus forte notoriété, le plus grand relais média et des prix. Alors, la démarche n'a pas été l'étude de marché, une démarche conventionnelle, pour dire la vérité. Je travaillais, moi, sur l'incubateur à œufs pour faire des poussins. Bon, les incubateurs, ça existe, hein, mais chez nous, à l'ouest du Cameroun, c'est la zone principale où il y a les fermiers, où il y a les fermes pour faire les poulets. Et le Cameroun a traversé un moment, c'est pas encore fini, mais à l'époque, c'était pire, dans les années 2015, 2016, où vraiment, on avait des délestages extraordinaires dans ce fermier. Donc, vous incubez des œufs qui doivent faire 21 jours. Et au bout de 10 jours, il y a 2 jours de coupure de courant. Vous perdez tout. Parfois 20 000 œufs fécondés, ainsi de suite. Donc, j'étais sur la problématique de faire un incubateur à œufs solaires pour résoudre ce problème-là pour nos fermiers. Et puis, pendant que je le faisais, j'ai vu à la télé que à Yaoundé, notre capitale, il y a une maman qui a perdu 5 bébés en 3 jours. Les uns après les autres, et on racontait le drame qu'elle avait, où on lui disait de trouver une couveuse, et puis on allait d'hôpital en hôpital chercher des couveuses. C'est là où j'ai pris conscience même de l'existence de ce problème des couveuses. J'ai pas réfléchi d'un point de vue économique. Je me suis dit spontanément, mais couver des poussins, est-ce que c'est différent? Est-ce que je pourrais le faire ou pas? Donc, c'est d'abord la curiosité, c'est d'abord l'impulsion et l'indignation qui m'amène à dire que ça doit être possible, on doit pouvoir le faire. C'est pas normal que quelque chose aussi qui concerne la vie, qu'on puisse être autant démuni, qu'on puisse accepter cette indigence. Parce que le premier levier de l'innovation, c'est d'abord l'indignation. Et donc, j'ai regardé la littérature scientifique, j'ai regardé, aujourd'hui avec Internet, tu peux voir comment les autres font, regarder des vidéos. Voilà. Et je me suis dit, je vais le faire, quoi. Je vais le faire, il faut absolument qu'on le fasse, voilà. S'il fallait regarder du point de vue économique, je me serais même découragé. Il y a trop de contraintes. Et c'est ça aussi qui bloque beaucoup d'innovation, parce que le contexte en Afrique est tellement pessimiste et négatif que si vous n'avez pas la foi, si vous êtes dans une rationalité très économique, vous ne commencez même pas. Parce que vous vous dites toujours que c'est pas possible, ou que les conditions sont pas réunies pour le faire, qu'il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas, ainsi de suite. Mais vraiment, il faut laisser parler son humanité, sa foi à l'Afrique, sa foi. Il s'est dit, il faut se lancer, et que c'est une affaire qui n'est pas que de l'intelligence humaine simple. Et dans mon cas, ça s'est vérifié, parce que ce projet a pu évoluer, parce que j'ai pu rencontrer des bonnes personnes. Personne n'aurait pu anticiper dessus de manière rationnelle. J'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment, j'ai cheminé, et ça prouve que quand il y a cette vibration interne, cette vibration qui te pousse à l'action, il faut pas se censurer, il faut y aller. Celui qui te donne la vibration va te donner aussi les conditions pour y arriver. Ça, c'est extraordinaire. Mais c'est justement ça, tu as dit, tu t'es lancé, tu as dit, il faut le faire, il y a ce côté humanitaire, il y a ce côté de curiosité aussi. Donc, si les autres ont pu le faire, nous pouvons le faire. Parce que là, tu travailles dans le milieu d'innovation. Quels sont les freins en Afrique qui empêchent ces innovateurs-là d'aller de l'avant avec leurs idées, leur vouloir de faire quelque chose? Alors moi, je crois que Dieu nous a créés avec un bouillonnement d'idées, tous autant que nous sommes. Ceux qui créent plus, c'est pas parce qu'ils ont plus d'idées, c'est parce que ils osent.
mettre en œuvre leurs idées. Et donc, le premier blocage en Afrique, je crois, c'est notre, je dirais pas incapacité, ça peut être mal perçu, mais on a du mal à s'arracher pour aller vers la réalisation de nos idées. Il y a des raisons objectives à ça, hein, mais c'est vraiment ça le premier frein. C'est-à-dire que on a tous des idées, on pense à des choses, mais on a du mal à essayer même de passer à l'action. Et il y a une foule de choses qui se jouent dans notre esprit. Donc, avant même de parler des problèmes d'innovation dans sa réalisation matérielle, on est d'abord bloqué au niveau cognitif dans notre rapport aux choses. Je disais tantôt que d'abord, la première chose qui pousse à l'innovation, c'est l'indignation. Et tu verras en Afrique à quel point les gens ont du mal à s'indigner. Il y a une tolérance à la médiocrité, il y a une tolérance à faire avec. On appelle ça la résilience, mais c'est un mot que j'aime pas. On refuse de ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable en fait. Peut-être avec l'esclavage, avec tout ce qu'on a vécu, on a appris pour survivre dans des conditions difficiles, à se résigner pour qu'on sorte de ça. Je veux dire, il y a quelque chose de post-traumatique, de fort lié à notre histoire qui continue à nous inhiber. Donc, il y a ce côté que quand on vit des choses qui ne sont pas normales ou qui sont pénibles, en Afrique, je crois que les gens ont tendance à s'accommoder. Au lieu de dire non, on peut faire autrement et absolument essayer de faire autrement. Moi, je vois des gens, tu te demandes même si je balade partout en Afrique, même sur les motos, les gens sont 3-4 sur la moto, sur la voiture, personne ne porte la ceinture de sécurité, ça peut être dans n'importe quel état. Il y a comme ça un certain rapport aux choses, à la vie, voilà, qui nous bloque, qui peut s'expliquer un peu par notre histoire. Il y a quelque chose sur lequel on doit travailler mentalement. Donc, le premier frein, c'est ça. Et puis, je te le disais tantôt, et puis, il faut croire, il faut espérer que c'est possible. Et malheureusement, notre imaginaire, parce que c'est l'imaginaire qui te propulse dans ce que tu peux penser faire. Mais c'est quoi l'imaginaire de l'Africain aujourd'hui? C'est un imaginaire habité par un univers où lui-même est à la périphérie. On a grandi avec les films américains, on a grandi avec Tiji, des modèles japonais, on a grandi. Donc, notre imaginaire ne nous donne pas à voir l'Africain en action, dominant et maître de son destin. Donc l'imaginaire même qui ailleurs pousse les gens à l'attentisme. Je veux dire, dans les films, non, c'est toujours c'est l'Américain qui vient sauver les gens, c'est pas le noir. Exactement. Oui, donc tu as un imaginaire où, même dans les marques, même dans la consommation, ce que tu dois consommer pour être bien vu, c'est les marques françaises, américaines. Donc tu vois, tu es dans l'esprit de dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour m'habiller comme, qu'est-ce que je peux faire pour... On est en mode consommation. Notre imaginaire ne nous donne pas une pulsion de créativité. Parce que dans notre imaginaire, on n'est pas en situation d'acteur créatif déjà. Donc ça veut dire que si capable de créer et c'est pas gagné d'avance. Malheureusement, l'éducation, le cinéma, la culture est bien polluée par ce que nous consommons à tout va. Donc tout ça, c'est des facteurs bloquants déjà même quand tu as l'idée entre toi et toi-même avant même d'avoir affaire à l'environnement. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur soi d'abord avant de penser à l'innovation, à la technologie et tout ça. Avant l'innovation, il y a l'innovateur. C'est-à-dire l'être humain qui s'arrache pour se lancer dans une aventure pour améliorer les conditions de vie des siens par sa créativité. Et même aujourd'hui où on se rebelle, je suis un peu frustré de voir que ce que nous appelons les stars du panafricanisme sont toujours dans le versant de l'éloquence, dans le versant de la critique véhémente. Et j'ai toujours envie de dire, tout ça est pertinent, mais le plus important, c'est ce qu'on fait pour conquérir notre souveraineté. L'action. Les autres ne vont, ou l'action, la production. Les autres ne vont pas arrêter de nous exploiter parce qu'on se sera plein avec beaucoup de pertinence, non. Les autres vont reculer parce qu'ils vont en face qu'on n'a pas besoin d'eux, qu'on arrive à faire ce qu'on a à faire, qu'on change le rapport de force par nos capacités. Ma star, le plus grand panafricaniste historique que j'aime beaucoup, c'est Tiranta Diop. C'est ce qu'il a fait pour revendiquer une histoire africaine, égyptienne et tout ça. Mais c'est pas qu'un discours. C'est quelqu'un qui scientifiquement est allé au charbon, a démontré, a produit. C'est très important. Et j'aime à dire que les plus grands panafricanistes, on les cite même pas. On se rend pas compte que les Dangote sont des grands panafricanistes. Exactement. Juste parce que il nous donne à rêver, il nous donne l'espoir. Quand il fait la plus grande raffinerie du monde, il n'y a rien de plus fort que ça. Il nous aide à avoir l'indépendance énergétique. Il travaille dans plusieurs pays. Donc, il y a cette action silencieuse, forte, des gens qui construisent de la valeur, qui créent de la valeur. Ça, c'est un théâtre où on doit conquérir notre souveraineté. Et on ne fait pas assez attention à cette action-là, à ce champ, où vraiment on doit, en tant que communauté, être fier de ce que nous faisons. D'ailleurs, pour être reconnu, il faut absolument
avoir un prix estampillé ailleurs. On n'a pas nos propres systèmes de reconnaissance. On est très distrait. Les seuls niveaux de reconnaissance que nous avons, ça peut concerner des choses un peu folkloriques, sportives, mais rarement la création de la valeur. Et pourtant, c'est là où se trouve le cœur même du combat. Donc, on parlait des freins à l'innovation. Là, j'étais sur les aspects un peu cognitifs. Maintenant, il y a d'autres aspects que je dirais culturels. C'est-à-dire que quand tu traverses le combat avec toi-même, la création est quelque chose de multidisciplinaire par essence. Tu vois, quand tu fais une couveuse, tu peux avoir l'idée de la faire, mais du coup, il faut rester suffisamment longtemps avec plusieurs corps de métier pour arriver à quelque chose qui tient la route. Parce que derrière une machine, tu as la mécanique, tu as l'électronique, tu as l'informatique, tu as le design, tu as l'énergie. Et après, même quand tu fais la machine, pour que ça marche, maintenant tu te confrontes aux problèmes juridiques, aux problèmes de normes, aux problèmes administratifs. Et après, comme tu le disais, pour espérer conquérir un marché, il y a des problèmes économiques, ainsi de suite. Donc, tu vois, c'est beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Exactement. Ça prend une équipe. Voilà, ça prend une équipe. Et le drame chez nous, c'est que je vois beaucoup de gens qui veulent même innover, qui font le travail même de lutter, de traverser la bataille que j'ai évoquée, cognitive, et de se lancer, mais ils se lancent toujours en solitaire. Tu vas voir beaucoup de vidéos où on montre des génies africains. Ils sont toujours tout seuls dans leur coin. C'est vrai. Avec des prototypes spectaculaires, mais après on n'entend plus parler. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est pas structuré. Pour faire quelque chose qui marche, il faut être une équipe. Et tant qu'on ne gagne pas ce pari-là, on va faire juste des buzz de temps en temps, sans jamais vraiment être sur le marché. Les autres qui amènent le produit sur le marché, ils le font en équipe. Même si on ne prononce qu'un nom, si tu regardes bien l'histoire, tu vas voir qu'à la création, c'était un groupe, c'était, exactement. Tu vois, tous les stars de la Silicon Valley. Tu vas voir toujours, c'était une équipe, c'était une bande d'amis. Voilà. Ils ont décidé de faire ça, ils étaient très importants. Et chez nous, on a du mal à être en groupe. Mais qu'est-ce qui explique ça, Serge? Qu'est-ce qui explique le fait qu'on a du mal à être en groupe? Chaque personne a sa théorie par rapport à ça, mais toi. Alors, je pense que l'éducation doit enseigner que ça se fait en groupe. Moi, je vois dans d'autres systèmes éducatifs, ils font beaucoup d'exposés en groupe. Voilà. C'est-à-dire, ils prennent très vite conscience qu'il faut travailler en équipe. Du travail en groupe. Chez nous, on n'a pas conscience de ça. Même nos innovateurs individuels sont même difficiles à coacher. Un gars qui essaie de faire quelque chose, tu vas te dire, voilà, j'ai une vitrine, j'ai une chaîne vidéo, je vais essayer de contribuer, de travailler avec lui pour la visibilité. Très vite, tu vas voir les discussions dérivées du genre, tu veux l'exploiter ou, je veux dire, tu veux voler son projet. C'est-à-dire, en fait, le vivre ensemble, là, c'est pénible de partager la pénurie. Parfois, on se dit que quand les conditions sont difficiles, on doit se serrer les coudes. Mais dans la vie réelle, quand les conditions sont très difficiles, on est plutôt très jaloux. On a plutôt du mal à accepter même que quelqu'un déborde un peu, qu'une tête déborde, quoi. C'est l'effet inverse qui se produit. Et donc, quand tu rentres dans ce processus d'innovation, tu te méfies un peu des autres. Il faut dominer ça. Il faut arriver à se faire confiance. Il faut avoir le leadership pour partager son rêve avec quelques personnes. Parce que c'est en combinant les idées, c'est en combinant les efforts qu'on y arrive. Exact. Et puis, on a un autre frein qui est que, bon, tu t'imagines bien que quand l'esprit humain est accaparé par les besoins primaires de survie, il y a une certaine fatigue intellectuelle, naturelle, qui font qu'on ne réserve pas beaucoup de place à l'innovation. Je veux dire, dans des conditions, on peut avoir la même idée au même moment, un Africain et je sais pas, je prends un Français qui a sa carte vitale, dont il peut se soigner, qui a sa carte, qui a son Navigo, dont il peut au moins se déplacer, et l'Africain qui est là, dans un système complètement précaire, il est bloqué déjà parce que les conditions de suivi primaires accaparent trop longtemps son esprit. Exactement. Donc, il s'étouffe lui-même, il se censure lui-même parce qu'il trouve qu'il n'a pas le temps à aller vers ce qui peut paraître comme un divertissement. Donc, il doit survivre en fait. Il est dans la survie. Il est dans la survie. Et c'est pas lui-même qui est seul qui pense à, même tes parents, même ton entourage commencent à te regarder d'un œil bizarre parce qu'on trouve que tu rêves. Exact. Tous les innovateurs te diront que dès qu'ils commencent à acheter des choses pour fabriquer, au lieu d'acheter des choses à manger ou des choses que les gens considèrent comme plus concrètes, entre guillemets. Si on te voit tout le temps en train d'acheter des livres parce que tu veux comprendre quelque chose, à passer des heures et des heures à essayer, tu as l'air d'un fou dans notre environnement. Tellement les gens pensent que la survie est essentielle, que ce qui est important, c'est le gagne-pain immédiat. Voilà.
Et donc, personne ne t'encourage, même pas ta famille, même pas tes amis. Et puis, quand tu échoues, tout le monde te dit, voilà, on t'avait dit, tu pensais quoi et tout. Donc, notre rapport à l'échec, on ne croit pas que l'échec, là, c'est une étape vers le succès. L'échec, c'est tout de suite des moqueries. On ne respecte pas le fait que tu as essayé et que ça veut dire que la prochaine fois, ça peut être mieux. On conçoit l'échec comme la preuve que notre idée limitante était la bonne. Tout le monde se rassure qu'effectivement on a raison de ne même pas essayer. Donc on se confine et on reste comme ça collectivement dans quelque chose de bloquant. Donc on doit travailler sur notre rapport à l'échec. On doit s'arracher et accepter d'échouer plusieurs fois sur le chemin du succès. Et l'entourage doit apprendre à reconnaître dans l'échec d'autrui, d'un proche, un pas positif. Parce que ça prend des échecs pour arriver au succès. Et l'encouragement, bien entendu, je suppose. C'est ce que je dis, on doit t'encourager, on doit comprendre que, en fait, toi qui as échoué, tu as fait un pas, tu as osé, tu as essayé. Et en cela, tu as le mérite d'avoir essayé. Et tout le monde doit pouvoir penser que comme tu as essayé, tu es la personne la mieux indiquée pour réussir demain. Voilà. Et parce que tu as appris, en fait, l'échec, c'est ce qui n'est pas fait chez nous. Exactement. Parce que c'est un apprentissage, en fait. Tout le processus. Oui. Voilà. Donc, c'est ça, on peut dire qu'après les facteurs cognitifs, il y a ces facteurs que j'appellerais culturels. Il y a l'environnement, l'incapacité de travailler en équipe, le fait de ne pas accepter l'échec dans notre façon de percevoir les choses. Et tout ça, c'est bloquant. Quand tu as décidé d'être le fou, malgré l'environnement, c'est-à-dire tu t'es d'abord vaincu toi-même. Tu as refusé le fait accompli de on ne peut rien faire. Tu t'es convaincu, tu t'es arraché. Après, maintenant, tu as sauté les préjugés culturels, tu t'es lancé. Maintenant, tu te heurtes à des problèmes opérationnels objectifs. Et ils sont nombreux en Afrique, malheureusement. Ils sont nombreux. Quand on les prend un à un, ça a l'air surmontable. Mais ce qui fait que ça devient difficile à surmonter, c'est l'enchaînement, tu vois. Quand il y a trop de freins, ça devient comme un labyrinthe. Ça devient un piège. Exactement. Parce que, d'abord, les intrants. Tu vois, pour fabriquer quelque chose, tu as besoin des objets, non? Tu as besoin des outils de fabrication. Tu as besoin des matières premières, des matériaux. En effet. Si tu regardes ce que ça coûte à un Africain, alors qu'il a déjà le pouvoir d'achat le plus faible, par rapport à ce que ça coûte à un Chinois, puisque tout ça vient de Chine, c'est le jour et la nuit. Donc, tu dois déjà donc acheter le matériau. Quand bien même nous parlons des matériaux dont la matière première vient de l'Afrique, c'est-à-dire par exemple, tu vas trouver un pays qui exporte l'alumine, tu vois, le bauxite, l'alumine, mais qui n'a pas l'aluminium. Wow. Parce que précisément, notre modèle économique, c'est d'exporter la matière brute. Ça arrive en Chine. C'est en Chine qu'on fait donc des barres d'aluminium, qu'on fait des alliages d'aluminium, pour qu'on ait la matière réelle qu'on peut exploiter. Et cette matière-là revient en Afrique, et donc ça te coûte 5 fois plus cher que le petit chinois. Imaginons. Donc, de qualité et à un prix raisonnable. Donc ça, c'est la première barrière. Après, tu as du mal même à avoir des outils pour travailler. Tu vois, on dit toujours que les Africains font des choses approximatives, que la qualité de finition n'est pas bonne, que ce que les Blancs font, c'est fin, ainsi de suite. Mais c'est pas la peau qui fait la finesse, c'est l'outil avec lequel on travaille. Exact. Tu vois? Si tu découpes à la meule, tu passes des heures et des heures à faire des soudures approximatives parce que tu as un appareil à souder artisanal, tu vas pas avoir le même rendu que le gars qui découpe au laser. Alors, je suis très heureuse que tu en parles, parce que même moi, il m'arrive, surtout dans le domaine de la couture, j'ai du mal à comprendre pourquoi les finitions ne sont pas faites de manière aussi raffinée. Donc, c'est bien de nous expliquer ça. Tout à fait. C'est pas un problème de peau, c'est un problème d'outils de travail. Ils ont la possibilité d'avoir des outils à un prix raisonnable. Les hommes d'affaires importent les outils en Afrique, ça revient donc 2-3 fois plus cher que là-bas, alors qu'on a un pouvoir d'achat moindre. Et là où je dis que nous-mêmes, on ne se structure pas quand même pour faire face à ça, ce qu'on appelle des Fab Labs. C'est-à-dire que ils sont vraiment au cœur de leur business model, comprennent que les gens ont besoin d'outils de travail. Donc, vous allez voir là-bas des ateliers partagés, un peu comme des ateliers qui appartiennent à la mairie ou à un mécène, et où n'importe qui peut venir faire des décours, faire suite. Wow. En Afrique, ça n'existe pas. Tu n'as pas donc ce qu'on appelle ces ateliers de fabrication mutualisés. Sur chaque projet, toi qui parles de la couture, tous les couturiers doivent s'imaginer acheter pour eux-mêmes le matériel dont ils ont besoin. Il n'y a pas un tiers-lieu
où tu peux aller pour 2 heures, 3 heures dans la semaine, là où il y a une bonne machine, fais ton travail et puis l'autre vient. C'est-à-dire vous partagez le même outil de production. Tu vois que ça pourrait être très bien. Qu'on aille vers des modèles complètement africains où on achète des machines qu'on utilise en partage. Exactement. Parce qu'au fond, les machines ont la capacité de travailler 24 heures sur 24. Peut-être à reposer, peut-être un jour dans la semaine. Mais on n'a déjà pas assez d'argent. Maintenant, tu vas acheter une machine que tu vas utiliser au trop 10 heures dans la semaine. Parce qu'en plus, ces machines-là sont rapides. Exactement. Donc, en termes de compétitivité, c'est catastrophique. Il dit même si tu avais ces machines, tu n'arrives pas à amortir son argent avec ton volume d'affaires à toi seul. Exact. On n'a pas donc su créer cette ingénierie pour mettre en partage, et c'est l'un de mes plaidoyers. Je dis toujours aux maires, à ceux qui ont les pouvoirs, une des choses que vous pouvez faire pour promouvoir l'innovation chez vous, mettez en place des ateliers partagés. Chez nous en Afrique, il y a ce qu'on appelle les moulins à maïs. Exact. Tu vois, n'importe quelle femme vient avec son maïs, elle paye quelque chose, elle écrase. Et quelqu'un d'autre vient aussi écraser, oui. C'est dans le même esprit, on doit avoir des ateliers bien équipés, disponibles pour ceux qui veulent venir faire de la création. Chacun a son moment. Donc, les 30 coûtent déjà cher. On a des problèmes avec les outils de production pour faire la qualité. Quand même tu prends sur toi de surmonter tout ça, tu as réussi à avoir l'argent à t'endetter pour faire, tu n'arrives même pas parfois à essayer ce que tu as produit parce que personne ne croit en toi. Tu t'imagines, quand je fais ma couveuse, c'est une Belge qui, la première, me sollicite pour utiliser la couveuse. Imagine-toi. Et moi-même, d'ailleurs, je suis même en train de lui dire non, c'est pas bien, le matériau utilisé n'est pas conforme, j'ai utilisé la tôle parce que je n'avais pas les moyens, j'ai utilisé le verre pour l'habitat. Donc, je suis moi-même en train de déprécier ce que j'ai fait parce que dans ma tête, c'est comme par rapport à ce que j'ai lu. Exact. Par rapport à ce que les Blancs font, je suis encore bloqué. Non, c'est elle qui me dit, mais écoute, quand une femme accouche à 24 semaines, 26 semaines, 28 semaines même, dans notre contexte, j'ai pratiquement déjà perdu le bébé. Donc, je ne perds rien à essayer. Wow. Et pendant ce temps, tous les médecins africains que tu vas rencontrer, la couveuse doit être comme ci, comme ça. Bref, il est plus blanc que le blanc. Il va t'expliquer des tas de choses, de répéter les choses qu'il a lues à l'école, sans se poser la question de je perds combien de bébés chaque jour. Voilà. Et est-ce que je pourrais pas essayer pour le sauver? Il est bloqué par des normes. Il n'arrive même pas à se poser la question pratique par rapport à son environnement à lui pour se dire est-ce que ce serait pas une chance, est-ce que ce serait pas quelque chose à essayer. Il ne voit même pas que toi qui as déjà essayé, quand bien même ce serait pas très bien, c'est ce que je te disais tantôt, mais c'est un mérite même d'avoir essayé. Peut-être qu'on tient une piste pour aller plus loin. Il ne voit pas ça comme ça. Il ne le voit pas comme un début. Il faut que tout soit fait dans la norme occidentale pour que ça ait un peu... Voilà. Oui, on croit que ça va tomber du ciel étant parfait et on est bloqué à ça. Il faut qu'on accepte l'imperfection, qu'on mette en avant la fierté et que chacun s'habille avec ses... Parce que le voisin a des habits plus beaux, absolument aller emprunter ses habits tous les jours. Tu vois, être élégant dans des habits empruntés, c'est pas trop classe. J'ai dit surtout qu'on peut nous dépouiller de ces habits à tout moment. Exactement. Alors Serge, en ce sens-là... Tu es dans la dépendance, tu es un esclave. Exactement. Tu es dans la dépendance, tu deviens un esclave. Mais Serge, que devons-nous faire alors? Parce que il faut qu'on aille de l'avant. Tu évolues dans ce milieu-là, tu vois comment les choses fonctionnent, tu connais les failles, tu connais les forces. Alors, quelles sont les forces en fait des innovateurs ou des gens qui voudraient ou qui sont sur ce chemin-là? Quelles sont les forces que tu as constatées, en fait, tangiblement, quoi? Oui, alors là, on a évoqué qu'une infime partie des freins, déjà. Oh oui, Avant qu'on aille vers les solutions, je tiens à te faire remarquer ça. On en était encore qu'au premier problème des intrants et tout. Si on va plus loin, on va tomber évidemment sur le financement, on va tomber sur l'administration et le contexte légal, on va tomber sur les problèmes de propriété intellectuelle qui sont par notre avantage, on va tomber sur les problèmes de marché, même la structure du marché et la structure de distribution. Peut-être on n'a pas le temps d'entrer en détail dans tout ça, mais il faut savoir qu'il y a pourtant du potentiel. Le potentiel, c'est qu'on a une démographie qui est forte, donc on a un marché interne qui est puissant. C'est-à-dire qu'on a la capacité, si on arrive à se penser comme communauté, en tant que communauté, mais il faut en prendre conscience. Et dès lors qu'on a le marché, ça veut dire qu'on a les possibilités. Et on a un contexte suffisamment spécifique
pour que il y ait de la place pour faire des choses le plus adaptées possible. C'est-à-dire tout ce qu'on fait de manière universelle industrielle, nous le consommons, mais au prix de renoncer à beaucoup de choses liées à notre culture et à notre contexte réel. Donc ça veut dire qu'il y a, en fabriquant de manière endogène, beaucoup de couloirs d'amélioration et de contextualisation qui apporteraient un avantage compétitif pour tout ce qu'on fabrique, tu vois. Quand je fais une couveuse qui est solaire, ça fait tout de suite la différence dans un milieu où il y a l'indigence électrique. Exact. Quand je fais une couveuse qui est connectée, ça fait tout de suite de différence parce que chez nous, il n'y a pas assez de pédiatres. Donc un pédiatre peut, à partir de son portable, regarder plusieurs couveuses dans plusieurs localités. L'industrie mondiale, quand ils fabriquent les couveuses, ne pense pas à ça. Parce qu'au Canada, où tu vis ou ailleurs, il y a suffisamment de personnel pour s'en occuper. Voilà. Donc ils n'ont pas cette problématique d'intervenir à distance. Donc il y a suffisamment d'éléments de contexte local pour faire de la place pour la production locale si jamais ça émerge. Mais en amont, la chose qu'on doit gagner, c'est déjà la bataille de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à comprendre que l'Africain de demain que nous voulons, avec cette démographie, c'est pas qu'une démographie de ventre, c'est une démographie de cerveau et de bras. Voilà. Et ces cerveaux-là, il faut les activer. Il faut les activer dans le sens d'une fierté, de penser qu'ils peuvent. Il faut les activer dans le sens que les idées qu'ils ont peuvent devenir des réalités. Et il faut qu'on mette cette pensée-là au cœur de notre dispositif. Que le peu de gens qui essaient déjà et qui font des choses, qui soient nos modèles. Parce que l'une des choses qui pousse à faire, c'est l'identification. Voilà. Le petit Européen ou Chinois qui grandit, il voit plein d'autres Européens et Chinois qui ont fait des choses. C'est normal qu'il pense que lui aussi il peut. Des chanteurs ou des sportifs, mais il n'a pas d'identification en lien avec l'innovation et la création. Il faut que notre modèle éducatif remette au goût du jour la valeur du travail en équipe parce que c'est important, c'est une condition nécessaire à la création. Wow. Si on ne peut pas travailler en équipe, on est battu d'avance. Et il faut que nos États sortent du modèle extractif. C'est-à-dire, ils ont toujours vécu, ils ont prolongé l'État colonial où ils savaient que, bon, ils ont les matières premières, ils doivent vendre pour satisfaire la demande sociale. Ils n'étaient pas programmés pour faire des industries. Mais il faut sortir de ce schéma-là. Il faut sortir de ce schéma-là parce qu'on voit bien où ça nous mène. Voilà. Et ça demande donc à l'État de réduire son train de vie pour orienter ses ressources vers la production endogène. Exactement. C'est ça qui va faire de la place à l'émergence des producteurs locaux. Parce que si tu produis et l'État, qui est le premier acteur, continue à consommer, à importer, continue à te dire que voilà, ce que tu fais n'est pas conforme à telle norme européenne, on est coincé. Ouais. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est que comme j'ai dit, on est nombreux, on a la matière première sur place, on a un contexte qui est particulier, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau culturel. Donc il y a la place pour créer des choses pour nous-mêmes qui nous ressemblent et qui répondent vraiment à nos besoins, à nous. On peut créer des valeurs économiques, on peut créer des marques. J'allais te dire tantôt, dans les freins à l'innovation, que nous ne savons pas faire marque. C'est-à-dire que tu vas voir un artisan ou un bon tailleur ou un bon... Et ça part aussi du fait qu'on ne sait pas travailler en chaîne et en équipe. Chacun fait son truc dans son coin, donc ça reste trop artisanal. On ne se rend pas compte que quelque chose qu'on a fait, on peut créer la marque et démultiplier ça. C'est-à-dire, je peux faire mes couveuses, les faire dans mon environnement, dans mon atelier, sans penser à en faire une marque panafricaine, avec ce que ça implique comme communication, comme représentant dans d'autres pays, ainsi de suite. Je veux dire, on n'a pas cette culture de la marque, de la valeur africaine. On a l'impression que la marque, parce que les autres nous dominent avec ça, hein, c'est pas que le produit est extraordinaire. C'est d'abord cette culture on l'a de remarqué marque, avec cette notion de valeur. Exactement. Il faut qu'on apprenne aussi à rentrer dans ce schéma-là. Et puis, en termes de financement, parce qu'on ne va pas tout le temps commander, il faut qu'on ait l'ingénierie financière nécessaire pour voir comment on met en place des financements alternatifs liés à notre système, liés à ce qu'on est réellement. On doit pouvoir développer des modèles originaux et les Africains peuvent travailler dessus. C'est pour ça que je dis que le champ du panafricanisme, il n'est pas que dans l'incantation politique, dans les plaines, dans la bagarre avec les dictateurs et tout ça. Il est patient, il est profond. Il est patient, il est profond dans la mise en exergue des possibilités et des dynamiques. Tu vois, quand on arrive à avoir même un président qui est à notre cause, qui est engagé, tu peux pas imaginer sa solitude en termes de propositions concrètes. Wow. Parce qu'en même temps que on a passé le temps à rêver qu'adviennent des leaders souverainistes, en même temps, il faut que d'autres travaillent à ce qu'il y ait des systèmes prêts à l'emploi. Exact. C'est-à-dire que le jour où, voilà, on a un président, par exemple, au Burkina, qui dit on va faire ceci, on va
va faire cela. On devait avoir des think tanks, des think do, des gens constitués qui ont travaillé, qui ont réfléchi longtemps pour dire voilà, pour l'assurance maladie des peuples. Qui proposent en fait. Comme ci, comme ça, pour la fabrication de ceci. Voilà une filière qu'on a déjà étudiée parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Voilà. Si on ne peut pas mettre sur la table des positions pour convertir le leadership en outil de souveraineté, après un certain temps, tout ça va s'écrouler. Exactement. C'est-à-dire, Serge, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la volonté politique n'est pas que l'outil primordial pour arriver à notre fin de développement. Donc, il faudrait aussi qu'il y ait des gens qui sont prêts et qu'on investisse dans les structures, les capacités, les inventeurs qui sont déjà prêts et des personnes qui peuvent aussi, comment pourrais-je dire ça, pourraient proposer aussi au gouvernement ou aux autorités certaines possibilités d'avancement, en fait. Le leadership a besoin de consommer des réflexions et des actions matures, prêtes à être converties par la volonté politique. Voilà, c'est dit. Tu as tout dit. Ça signifie que dans le combat que nous menons là, il faut que des gens, dans leur domaine, travaillent. Ce n'est pas spectaculaire, ça ne fait pas le buzz, mais c'est tellement important. On doit avoir un corpus de lois qui correspondent à notre sociologie. Parce qu'on est bloqué par des choses que tu peux pas imaginer, hein, même simple, même notre droit civil, même on copie le code de Napoléon, ça ne correspond pas à nos valeurs et toutes les familles se déchiquettent dès que le promoteur meurt. Parce qu'on est tiraillé entre nos successions traditionnelles. Donc, dans tous les domaines, on doit réfléchir. Wow. De penser que le passé, la culture, c'est un réservoir de folklore. Hein. La culture est dynamique. Donc, il ne s'agit pas à tous les prix de se ramener au XVIIIe siècle. C'est pas possible. Parce que souvent aussi, on voit beaucoup de gens parler de l'Afrique avec une vision figée sur un passé précis. Ce n'est pas opératoire et c'est un peu paresseux. Il y a des valeurs africaines, il faut les contextualiser et ça prend du travail. Ça prend du travail pour imaginer comment est-ce que la société... Et ça aussi, c'est l'innovation. Hein. L'innovation n'est pas que des produits. C'est l'innovation sociale. Je parlais tout à l'heure de l'innovation financière qui doit nous amener à imaginer comment on finance nos startups en tenant compte de nos réalités. Quel modèle d'ingénierie financière on met en place? De la même façon, quelle ingénierie sociale on met en place? Créer le contexte qui fasse déclencher tout ça. Et on a une grosse pesanteur, sont les religions. Parce que quand je regarde bien, on a un peuple qui croit que l'évolution du monde se fait par des événements. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte le fait que c'est l'action qui conditionne la marche du temps. Donc, les gens ont une lecture du passé structurée par les religions dans l'idée que telle chose est apparue, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Et quand ils se projettent vers l'avenir, ils sont toujours dans Dieu fera, Dieu ainsi de suite. Moi, je n'ai rien contre la religion. Je suis très croyant. Mais je dis que la religion, c'est un outil ou d'émancipation ou d'esclavagisation. Et je pense que chez nous, on a utilisé la religion dans le sens de nous faire croire qu'il faut tout s'en remettre à Dieu. On a minoré notre responsabilité. Voilà. Et c'est comment pour le colon. Comment on parle de ça? J'ai dit souvent que travailler, c'est prier 3 fois. On doit comprendre que la foi, c'est important. Moi, est très important. Moi, je t'ai dit que quand on regarde les conditions matérielles en Afrique, on peut être bloqué d'innover. Si on n'a pas la foi, vous pensez que malgré les conditions difficiles, il faut y aller. Si on ne sent pas cet appel-là, cette vibration. Et quand je dis Dieu, ça ne renvoie pas qu'aux Blancs. On a toujours été un peuple spirituel. Toujours. Parce que dès que tu dis Dieu maintenant, exactement, on voit les Blancs. Ouais. Ça à des religions particulières. Bon, donc, on peut même être chrétien, musulman, ce qu'on veut, j'ai rien contre. Mais il faut savoir que la foi n'est pas un refuge. La foi n'est pas un prétexte, c'est un déclencheur. La bonne foi. Et la religion qui ne prend pas en charge les problèmes contemporains, les problèmes quotidiens des gens, dans le sens de les solutionner, en fait, ça vous condamne à une sorte excuse-moi le terme, de masturbation existentielle. C'est-à-dire que tu es là comme ça, dans une fiction. Exactement. Où tu attends. Dans un fantasme aussi. En train de regarder le ciel. Exactement. Et c'est très triste. Non, il faut passer à l'action et l'innovation est au cœur de ce qu'on doit faire pour agir, tu vois. Exactement. Et dans tous les domaines. J'ai suivi une information ce matin, j'étais très content. Je lisais une dépêche qui disait qu'une banque camerounaise a fait 2000 milliards, c'est-à-dire à peu près, elle est devenue la plus grande banque du Cameroun. Et moi, quand je grandissais, les banques étaient toutes françaises et européennes. Et puis on a vu arriver ce Camerounais qui a créé un système d'épargne collective, donc qui a un peu modernisé la tontine, on va dire. Et après, il a réussi à créer sa banque et il a
commencé ce qu'on appelle la banque de détail. C'est-à-dire, avant, quand on était tout jeune, les banques étaient au centre-ville. Lui, quand il est arrivé, il a commencé à faire les banques dans les quartiers, au fin fond des quartiers, sans chercher absolument à faire banque au sens classique. C'est-à-dire, c'est adapté à notre sociologie. Maintenant, je la vois partout en Afrique. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est le vrai panafricanisme. Parce que ça crée des modèles, ça fait travailler des tas d'Africains, dont on peut changer les choses dans tous les domaines. On passe le temps à importer le pétrole, Dangote a fait la raffinerie. Dans tous les domaines, on peut changer les choses. Voilà. On peut utiliser nos propres intrants de santé. On peut avoir, dans l'agriculture, on peut fabriquer des tas d'équipements pour avoir notre souveraineté. Comme je dis, on a les bras, on a les cerveaux, il faut qu'on active ça positivement. Voilà. Alors Serge, tu as beaucoup à nous dire. Et j'aimerais personnellement t'inviter à nouveau, parce que ça, ce n'est qu'une infime partie de tout ce qui doit être dit, qu'on a dit aujourd'hui. Et on sait que pour faciliter justement le visionnement de cet entretien-là, on ne va pas rester trop longtemps, trop longuement. On va revenir sur certains éléments qui n'ont pas été dits et qui doivent absolument être mentionnés et martelés même à l'esprit de nos frères et nos sœurs qui nous écoutent de partout dans le monde. Alors, on va terminer cet entretien-là, Serge, mais avant, j'aimerais que tu nous laisses sur tes paroles de sagesse, parce qu'il faut toujours s'imprégner de propos qui peuvent aussi nous aider à nous élever, à grandir. Alors, je te laisse clore là-dessus et puis on reviendra à une deuxième partie de cet entretien-là dès que possible. Alors, je sais qu'on est un peuple très croyant, qui a une ferveur religieuse débordante. Je voudrais que cette ferveur religieuse-là, on la convertisse en levier d'action. Travailler, c'est prier 3 fois, comme je l'ai dit, parce que si on croit vraiment que Dieu est Dieu, que Dieu a décidé qu'on va être les premiers sur cette terre, qu'on a une responsabilité particulière sur cette terre-ci, on ne peut pas se satisfaire de la situation dans laquelle on est. Et on peut être sûr que Dieu lui-même va accompagner ce qu'on va daigner se décider à faire. Et ça prend du travail. Respectons le travail, évitons les raccourcis, donnons de la valeur au travail patient, qui accepte les échecs, qui accepte d'être ensemble malgré nos divergences. C'est pas simple d'être en groupe. On est des êtres humains avec nos égos, avec nos différences, mais l'enjeu africain est plus grand. Voilà. Et même, juste même par réalisme, si on veut pas être contraint au chômage, si on veut pas être bloqué par la misère, si on veut pas que les autres, à tout moment, nous coupent ceci, l'aide de ceci, nous coupent cela, et même ils peuvent aller plus loin. On voit ce qui se passe, ce qui s'est passé à Gaza. Ça veut dire que les gens vont pas hésiter, si on ne construit pas notre rapport de force, à venir même faire l'Afrique sans les Africains. Donc on doit avoir ça à l'esprit pour collectivement et se dire que non, on a beaucoup de cerveaux, beaucoup de bras, on est nombreux, on est fort, on est une communauté. Il faut juste qu'on en prenne conscience et qu'on devienne ce qu'on est déjà, une force. Voilà. On est distrait par la pollution qui embrume nos esprits et ce syndrome post-traumatique lié à tout ce qu'on a vécu. Mais je pense qu'on est assez fort pour dépasser tout ça. Voilà. Il faut juste que le leadership qu'on voit émerger, vraiment que ça prenne corps, qu'on soit nombreux à accompagner ce leadership-là par l'action, chacun dans son domaine. Aïe, Bobo. Merci Serge, merci beaucoup d'avoir fait cet arrêt-là chez nous, même à travers le téléphone. Tu as été remarquable, vraiment, et d'une patience, en tout cas, inexplicable. J'arrive même pas à définir. Merci énormément et on se reconnecte dès que possible pour la deuxième partie de cet entretien-là. Et je sais que tu vas continuer d'inspirer parce que tu le fais, en tout cas, tu m'inspires et on va continuer cette conversation-là parce que il faut qu'on arrive à nous autosuffire et à ne plus quémander à tout bout de champ parce qu'on est capable comme tout le monde. Encore merci Serge. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Alors voilà, merci d'avoir été là, merci d'avoir accueilli chez vous, tout comme vous l'avez fait pour moi pendant tous ces épisodes d'émission sur la chaîne Manzechou Black, d'avoir vraiment pris le temps d'écouter notre invité, donc Serge Armel Ndjidjou. J'espère que j'ai vraiment pas assassiné son nom. Et donc, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Et ce que j'aime vraiment chez Serge, je dois l'avouer, c'est son côté d'action. Il n'est pas que dans le discours. C'est quelqu'un qu'on entend parler très peu, bien qu'il soit connu, mais il est vraiment dans l'action, dans le tangible. Et il nous faut plus de gens comme ça. Je vous dis tout de suite, il a rédigé, il a écrit un livre que vous devez absolument vous procurer dans la librairie Tamari, que vous connaissez beaucoup, surtout ceux qui vivent
en France. Donc, procurez-vous ce livre-là qui est co-dirigé ou co-écrit par le colonel Kouitché Roger. J'espère que j'ai pas assassiné son nom. En tout cas, vous allez m'en excuser. Et bien entendu, l'ingénieur Serge Armel Ndjidjou. Le titre du livre, c'est De la tranchée au marché, 20 principes militaires qui inspirent les entrepreneurs à succès. Alors voilà, je l'ai déjà devant moi, vous voyez. C'est un livre extraordinaire, il faut absolument l'acheter. Vous allez voir, vous allez être inspiré, vous allez comprendre ce qu'il en est de cette détermination et comment on peut mieux faire les choses. Donc je reprends le titre, 20 principes militaires qui inspirent les entrepreneurs à succès. Alors il ne suffit pas de discourir, il faut qu'on mette les choses au propre, donc c'est-à-dire dans l'action. Alors merci beaucoup d'avoir été là, comme d'habitude je vous dis, Kevin Jampalagé, bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine. Ce que j'ai retenu aussi de cet entretien-là, c'est qu'on ne peut pas passer toute notre énergie que sur la politique, parce que la politique doit être aussi suivie de gens capables d'inviter, de donner, de procurer, de proposer des choses tangibles pour que justement nos autorités, nos politiciens puissent agir en conséquence. Alors voilà, c'est dit. À la prochaine. À la prochaine.